Bienvenue dans Osiris, la première momie. Les plus vieilles momies découvertes datent de l'Ancien Empire, mais les égyptologues pensent que l'embaumement est un procédé encore plus ancien. Initialement, le corps était momifié par dessèchement naturel, grâce à la chaleur et à l'environnement très sec dû au climat. Les premières expérimentations en matière d'embaumement nécessitaient de la résine extraite d'arbres. Les bandelettes de lin n'étaient appliquées que sur certaines portions des mains ou des mâchoires. Les documents les plus anciens, expliquant les raisons de la conservation des corps, remontent à environ 3600 avant notre ère. Ces papyrus indiquent qu'aux yeux des Égyptiens, le corps était le siège de l'âme. Ce n'est qu'à l'apparition du mythe d'Osiris, vers l'époque de la 5e dynastie, que l'embaumement fut intégralement conceptualisé. Dès lors, cette pratique eut à la fois des justifications idéologiques et mythologiques. Osiris était à la fois le dieu des morts et le dieu de la résurrection. Le mythe le plus connu à son sujet est celui de son démembrement. C'est à Plutarque que nous devons le compte-rendu le plus clair et le plus complet de cette histoire. Dans la mythologie égyptienne, Osiris était le premier roi d'Égypte. Son frère, Seth, jaloux de son pouvoir, chercha à s'emparer du trône. Après quelques tentatives infructueuses, Seth réussit à tuer le roi, le démembra et éparpilla les fragments de son corps dans toute l'Égypte. Isis, la grande magicienne, parcourut le pays entier à la recherche des fragments de son mari. Au fil d'une longue quête, elle les retrouva tous, à l'exception de son membre viril, qu'un poisson avait mangé. Isis reconstitua le corps de son époux en reliant les morceaux à l'aide de bandelettes de lin. Avec l'aide de sa sœur Nephthys, elle-même une puissante magicienne, Isis parvint à insuffler la vie à Osiris. Il fut ramené d'entre les morts et réussit à recouvrer sa virilité assez longtemps pour féconder Isis avant de mourir de nouveau. C'est ainsi que naquit Horus. Le rite de la résurrection d'Osiris décrit également comment il devint la première momie. Ainsi, sur le sarcophage des rois, on trouve souvent des représentations d'Isis et de Nephthys sous la forme de magiciennes redonnant vie aux défunts. Bienvenue dans les momies dans l'Égypte ancienne. Le procédé d'embaumement, utilisé par les anciens Égyptiens, était de nature rituelle. Les différents types d'embaumement tenaient compte du statut social et de la richesse du défunt. Il arrivait même qu'on embaume des animaux. Le procédé le plus coûteux était celui réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. La première étape était celle du nettoyage. Lorsqu'un corps était apporté au site d'embaumement, il était placé sur une table inclinée favorisant l'écoulement des fluides corporels. Il était ensuite nettoyé par des prêtres jusqu'à ce qu'ils le jugent prêt à la procédure de purification. La purification commençait par une libation d'eau sacrée, puis les prêtres procédaient à une fumigation à base de résine de térébinthe. Après ce rite, les prêtres continuaient à purifier la dépouille à l'aide d'huile, d'épices et de diverses essences. Enfin, le corps était méticuleusement épilé. Une fois le corps entièrement purifié, les embaumeurs ôtaient les organes selon des procédures très précises.
Tout d'abord, le cerveau était atteint en insérant une cuillère à travers une narine afin de briser l'os ethmoïde. Ensuite, on ôtait petit à petit le cerveau à l'aide d'une spatule. Les restes de matière cervicale étaient extraits à l'aide d'un procédé de liquéfaction utilisant un liquide caustique. Une fois vidée, la boîte crânienne était rincée et désinfectée à l'aide de vin de palme, puis emplie de bandelettes de lin et de résine liquéfiée. Après s'être occupé du cerveau, les embaumeurs pratiquaient une incision sur le flanc gauche du corps et en extrayaient avec soin les viscères. L'intérieur du corps était également rincé au vin de palme. Puis les embaumeurs remplissaient le ventre de myrrhe pure, de cannelle et d'autres parfums avant de le recoudre. Les viscères ainsi extraits étaient lavés au vin de palme et enveloppés d'herbes broyées avant d'être déposés dans des vases canopes. Les vases canopes étaient placés près du sarcophage ou conservés non loin dans un coffre. Initialement, les viscères étaient enveloppés dans un linge et placés dans les vases. Avec le raffinement des rites, des onguents, des épices et même de l'eau et du natron furent ajoutés au procédé. Vers le milieu du Nouvel Empire, les vases canopes prirent l'apparence des 4 fils d'Horus. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Ces protecteurs disposaient chacun de leur propre gardienne, une déesse des défunts. Amset, le dieu à tête d'homme, veillait sur le foie et il était protégé par la déesse Isis. Hapi, le dieu à tête de babouin, protégeait les poumons et il avait pour protectrice Nephthys. Douamoutef, le dieu à tête de chacal, veillait sur l'estomac et il était protégé par la déesse Néis. Enfin, Kébésénouf, le dieu à tête de faucon, protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serket. Le natron est une substance minérale naturellement présente dans l'évaporite. Une roche sédimentaire faite de sels minéraux et généralement extraite de lacs asséchés. Les embaumeurs utilisaient le natron comme dessiccatif, afin d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition. Une fois le corps nettoyé et éviscéré, le défunt était recouvert de natron pendant environ 40 jours. Après dessiccation, le corps était préparé en vue d'être enveloppé de bandelettes de lin. Après le dessèchement par le traitement au natron, les embaumeurs appliquaient onction et peinture et ajoutaient parfois une perruque ou des extensions capillaires. Ils employaient souvent une préparation antiseptique à base de henné afin d'offrir au corps une apparence vivante et pour le préparer à résister aux moisissures et aux champignons. Venait ensuite la phase qui procurait aux momies leur apparence la plus connue, l'enveloppement. À l'origine, on enveloppait séparément les parties du corps. Les hommes avaient les bras croisés sur la cage thoracique. Pour les femmes, le bras droit était replié sur la poitrine et le bras gauche était étendu le long du corps. Les techniques ont évolué au fil du temps. La dépouille finit par être entièrement enveloppée, les bras le long du corps, et diverses méthodes pour tisser les bandelettes de lin, de plus en plus sophistiquées, furent élaborées. Outre les divers bijoux disposés sur la peau du défunt, des amulettes étaient méticuleusement glissées entre les bandelettes lors de leur tissage. Chaque amulette évoquait un mythe ou une croyance intimement liée à la Renaissance. Les masques constituaient un élément important des parures des momies. Les premiers ornements en bois étaient très coûteux et furent rapidement remplacés par des masques fabriqués à l'aide d'une technique appelée cartonnage. Cette méthode consistait à appliquer plusieurs couches de tissu ou de pulpe de papyrus sur une base en bois ou en paille. Le cartonnage n'était pas seulement utilisé pour les masques funéraires. Durant la Basse Époque, les ornements et les cercueils pour animaux étaient également fabriqués de cette manière.
Au cours de la 22e dynastie, le cartonnage évolua jusqu'à recouvrir tout le corps de la momie. Les momies étaient disposées sur une plaque à l'intérieur d'une enveloppe rigide de cartonnage lacée à l'arrière par une cordelette. Cette technique, très peu coûteuse et fort esthétique, se répandit dans toutes les couches de la société. Les enveloppes de cartonnage étaient généralement couvertes d'inscriptions et de décorations polychromes mentionnant les noms et titres du défunt, ainsi que de scènes décrivant la vie quotidienne ou de représentations propres à l'univers funèbre. Elles furent une véritable manne pour les égyptologues, impatients d'étudier les rites funéraires des anciens Égyptiens. Une fois la momie enveloppée et parée, les embaumeurs procédaient à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Étape cruciale de la procédure funéraire, cette cérémonie était destinée à ramener à la vie le défunt ou un objet qui le représentait. Le rite de l'ouverture de la bouche comptait 75 étapes différentes. Il réclamait l'application des mêmes huiles, onguents, épices et parfums utilisés durant l'embaumement. On avait aussi parfois recours à du maquillage. La dernière étape de ce long rituel consistait à appliquer sur la bouche une herminette qui permettait symboliquement au souffle de vie d'entrer dans un corps inerte. Son exécution était réservée à des catégories de personnes très particulières. Des prêtres portant le masque d'Anubis, des parents proches ou l'héritier du trône. Bienvenue dans De l'importance de l'embaumement. Le premier hiéroglyphe faisant référence à un embaumeur remonte à des textes relevés sur une pyramide de l'Ancien Empire. L'embaumement a probablement changé en fonction de l'évolution des pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Si l'on ignore comment l'embaumement a donné naissance à une profession, il est clair que le métier d'embaumeur était hiérarchisé et que chaque embaumeur se spécialisait dans une phase du procédé. Les techniques de momification étaient jalousement gardées et se transmettaient de génération en génération. Malgré cette règle du secret, Hérodote et Diodore découvrirent ces techniques à la fin de l'Antiquité, mais les historiens restèrent sceptiques quant à la valeur de ces textes. L'embaumement demeura un mystère jusqu'à ce que deux équipes de médecine légale valident le procédé en 1994 et en 2011. La Wabet, ou lieu pur, était l'endroit où les embaumeurs officiaient sur le corps des défunts. Jusqu'à la fin du Moyen Empire, ils travaillaient dans des tentes en bordure des villes en raison de l'odeur de décomposition. Sous le Nouvel Empire, la Wabet fut admise dans les villes, mais les embaumeurs continuèrent à travailler à ciel ouvert. L'évolution des pratiques et techniques d'embaumement affecta aussi sans doute la manière dont le reste de la société considérait les embaumeurs. Le pharaon recevait les rites d'embaumement les plus élaborés. Les riches égyptiens avaient également accès à des méthodes d'embaumement complexes, mais qui excluaient l'extraction du cerveau et des viscères. Après purification du corps, les embaumeurs injectaient un liquide par le rectum, le bouchaient et laissaient la substance se diffuser. Ils plongeaient ensuite la dépouille dans du natron. L'immersion pouvait durer jusqu'à 40 jours. Après dessiccation du corps, le bouchon était ôté et les entrailles étaient évacuées avec le liquide. Il ne restait du défunt que la peau et les os, et le corps était enveloppé de lin et rendu à la famille pour son inhumation.
La technique d'embaumement la moins coûteuse se contentait d'injecter une substance appelée surmaïa et d'immerger le corps dans du natron pendant 40 jours avant de le rendre à la famille. Pour ceux qui ne pouvaient s'offrir un embaumement, l'inhumation dans le désert assurait gratuitement la préservation du corps. Avant même les invasions grecques et romaines, la civilisation égyptienne a toujours fasciné les Occidentaux. Dès le Moyen Âge, des momies découvertes par des voyageurs furent envoyées en Europe. Les collections des cabinets de curiosités des XVIe et XVIIe siècles comprenaient souvent des objets datant de l'époque des pharaons. Ce qu'on pourrait appeler l'égyptomanie doit beaucoup à la campagne d'Égypte de Bonaparte, de 1798 à 1802. Les années suivantes furent marquées par un regain d'intérêt de la part de riches amateurs et érudits. À leur tour, ces passionnés firent connaître l'Égypte au reste de leurs contemporains. Cette époque vit apparaître de nombreuses sociétés savantes consacrées à l'égyptologie. Le tourisme de masse fit son apparition en Égypte en 1868 sous l'égide de l'agence Cook. Les riches s'offrirent des voyages d'agrément en Égypte, d'où ils rapportèrent des momies. À leur retour, ils organisaient des soirées durant lesquelles était mis en scène le déballage de momies, dont on notait couche après couche les bandelettes et les amulettes. Ce pillage de masse contribua grandement à la création des collections égyptiennes de nombreux musées. Ces réceptions d'un goût douteux sont à l'origine du fantasme des momies revenant à la vie pour se venger de leurs profanateurs. Le mythe de la malédiction des momies reste vivace dans la culture populaire, en particulier dans les romans et les films.